La Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont deux organisations internationales souvent critiquées pour être des empires trop puissants, utilisés par les riches et les influents afin d'écraser les pays pauvres et en développement. Et comme nous allons le voir, beaucoup de ces critiques ne sont pas complètement injustifiées non plus. Mais une partie du problème vient du fait que la plupart des gens ne savent pas ce qu'est la Banque mondiale ni ce qu'elle fait, ce qui fait qu'au mieux, ils n'entendent pas parler que des scandales qui font la une. Ou au pire, ils n'en entendent jamais parler et se disent simplement Grrr, les banques sont mauvaises. Donc une banque pour le monde entier doit être la pire de toutes. Et comme nous l'avons dit, ils n'ont peut-être pas tort. Mais avant de sortir les fourches, il est temps d'apprendre comment fonctionne l'argent et d'examiner en profondeur ce que font ces institutions, ce qu'elles sont censées faire et pourquoi elles semblent provoquer autant de colère. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Très bien, donc la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont souvent confondus, et il faut reconnaître qu'ils se ressemblent à bien des égards. Tous deux ont été créés comme bras financiers de l'ONU au milieu des années 1940, en réponse aux facteurs économiques qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale. Ce sont aussi des institutions avec lesquelles la plupart des gens n'auront jamais affaire dans leur vie quotidienne, sauf s'ils deviennent des politiciens ou des hauts fonctionnaires. Voici en gros leur rôle. Ces deux institutions existent pour soutenir une économie mondiale saine, car il est devenu évident que la meilleure façon de préserver la paix et la prospérité dans un pays est de s'assurer que les voisins et partenaires commerciaux soient eux aussi stables et prospères. La Banque mondiale y parvient en proposant des financements très bon marché aux pays à faible et moyen revenus. Elle accorde des prêts à des pays africains ou asiatiques en développement dans l'espoir que cet argent serve à financer des infrastructures et des technologies pour passer d'une économie agricole pauvre à une économie manufacturière plus riche. Sur le papier, c'est une excellente idée, car parfois, le plus difficile est simplement de trouver les capitaux nécessaires pour lancer le secteur industriel. Mais il y a des problèmes. Le premier gros problème, c'est la corruption. Pour parler franchement, les dirigeants de ces pays ont parfois tendance à accepter quelques pots de vin. Il n'y a donc pas toujours de garantie que l'argent serve à construire des ports ou des réseaux électriques. Et même si c'est le cas, le marché sera attribué à celui qui propose le plus gros pot de vin plutôt qu'à celui qui présente le meilleur projet. C'est pourquoi la Banque mondiale a instauré ces dernières années des contrôles beaucoup plus stricts sur l'utilisation des fonds. Ce qui nous amène à un autre problème. En dictant comment l'argent doit être dépensé et avec qui, le pays emprunteur renonce à une bonne partie de son autonomie. C'est un peu comme passer un pacte avec le diable. Votre pays obtient l'argent dont il a besoin pour sortir de la pauvreté, mais il doit l'utiliser comme la Banque mondiale l'exige. La question logique est donc, qui décide de ces règles ? La réponse est simple, ceux qui financent la banque. Plus précisément, les pays qui apportent des fonds. Comme les économies les plus prospères bénéficient à l'économie mondiale, les États membres de l'ONU se sont mis d'accord pour financer cette organisation, mais leur influence est proportionnelle à leur contribution financière. Ainsi, un pays comme les États-Unis a bien plus de poids dans les décisions qu'un pays comme le Mali. Cela devient donc un outil géopolitique puissant, et même si la banque essaie de rester indépendante, elle dépend au final des gouvernements qui la financent. Cette relation donne et prend ne se limite pas à décider qui obtient combien et dans quelles conditions. Vous voyez, même si la mission principale de la Banque mondiale semble très noble, ce n'est pas une œuvre caritative, et il ne s'en cache pas. Nous ne sommes pas une organisation caritative. Nous sommes une institution financière. Elle a aussi la responsabilité de générer des retours sur investissement pour ses actionnaires, c'est-à-dire les pays membres. Or, comme elle prête à 0% aux pays à haut risque, ces retours sont souvent négatifs. Les États-Unis, par exemple, espèrent récupérer environ 70 centimes pour chaque dollar investi. Mais c'est toujours mieux que rien. Cet argent peut ensuite être réinvesti encore et encore. Cet effet multiplicateur ne fonctionne toutefois pas si les prêts ne sont pas remboursés. Cela oblige donc la Banque mondiale à jouer les collecteurs de dettes, ce qui n'est pas une très bonne image quand il s'agit de recouvrer des créances auprès de nations pauvres qui parfois n'avaient même pas vraiment demandé ces prêts. C'est un vrai dilemme. Si ces prêts ne sont jamais remboursés, moins de projets pourront être financés et les pays contributeurs hésiteront à investir. Mais exiger des remboursements peut aussi faire plus de mal que de bien aux pays en difficulté. Jusqu'ici, tous ces problèmes pourraient en théorie être atténués par une bonne gestion. Mais il y a un autre point de controverse qui attire particulièrement les critiques. Un des plus gros bénéficiaires des prêts au développement de la Banque mondiale est la Chine. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Chine est sacrément riche. Même si ses citoyens n'ont pas encore le même niveau de vie qu'en Occident,
Le gouvernement dispose d'énormes ressources et peut lever tout l'argent nécessaire pour financer ses infrastructures sans aide extérieure. Mais comme la Chine est encore classée comme pays en développement, elle peut accéder à ces financements. Et vu sa population et sa capacité à jouer avec les règles, elle est le premier bénéficiaire des prêts à taux zéro de la banque. Là où un pays comme l'Allemagne devrait émettre des obligations et payer des intérêts, la Chine a pu utiliser la banque comme une immense carte de crédit gratuite. Tant mieux pour elle, mais un peu inquiétant pour les autres contributeurs qui pensaient que leur argent servirait aux économies émergentes, pas à la deuxième puissance mondiale. Beaucoup de ces critiques concernent aussi le Fonds monétaire international, mais pour d'autres raisons. Là où la Banque mondiale prête aux pays prometteurs qui ont besoin d'un coup de pouce, le FMI joue deux rôles différents. Le premier est de conseiller les pays membres sur les grands enjeux économiques. Ce rôle est crucial lors des crises. L'idée est que l'organisation puisse s'appuyer sur l'expérience d'économistes reconnus pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne se propagent, ce qui est de plus en plus probable dans notre monde globalisé. Haïti, par exemple, a reçu ses conseils après le tremblement de terre dévastateur de 2010. Ces recommandations sont précieuses, car la plupart des pays ne traversent ce genre de catastrophe qu'une fois par génération. Ils n'ont donc pas d'experts financiers aguerris à disposition. Le FMI, lui, peut conseiller différents pays sur des situations similaires, avec des solutions déjà éprouvées. Bien sûr, cela ne se limite pas au plan de redressement après catastrophe. Le FMI peut aussi arbitrer des conflits commerciaux, aider à gérer les taux de change et encadrer des accords commerciaux. Des fonctions très utiles, surtout face à des enjeux complexes qui peuvent provoquer une récession mondiale. Ce rôle de conseil est en réalité la mission principale du FMI, mais ce n'est pas ce qui fait les gros titres. Ce qui attire l'attention, c'est plutôt son rôle de prêteur en dernier recours. Le FMI prête de l'argent aux pays en crise pour éviter que leurs difficultés ne se répandent chez leurs voisins et partenaires. Le monde est de plus en plus interconnecté, et parfois il vaut mieux prêter à risque pour éteindre un incendie économique avant qu'il ne s'étende. Vous pourriez dire, mais n'est-ce pas exactement ce que fait la Banque mondiale ? Même si elles sont proches, la différence est qui reçoit ces prêts. La banque prête aux pays pauvres pour qu'ils deviennent riches grâce à de bons investissements, tandis que le FMI prête aux pays riches qui ont fait de mauvais choix pour éviter qu'ils ne deviennent pauvres. Cela reste tout aussi controversé. En Haïti, quand les conseils économiques n'ont pas suffi, le FMI a accordé un prêt pour financer la reconstruction. 10 ans plus tard, le pays peinait toujours à rembourser et à se relever. Le débat mondial était vif. Certains estimaient que le FMI n'était pas une association caritative. Même pris en période désespérée, un prêt reste un prêt et devait être remboursé. Annuler la dette aurait été injuste envers les pays qui, eux, l'avaient remboursé, et aurait privé les futurs emprunteurs de ces fonds. D'autres trouvaient immoral d'exiger ces remboursements au risque de forcer le pays à choisir entre nourrir sa population ou payer ses dettes. Un débat délicat, et bien sûr le FMI, encore une fois, au milieu de la tempête, prêt à être diabolisé quoi qu'il fasse. Ces pratiques de prêt font beaucoup parler, et je vous encourage à creuser le sujet si cela vous intéresse. Pourtant, ce n'est pas la partie la plus controversée. Comme on l'a vu, la mission principale du FMI est le conseil, mais ces conseils sont donnés à des pays endettés envers d'autres pays riches comme la Chine ou les États-Unis. Comme ce sont ces mêmes pays qui financent les experts, il est plus probable que les recommandations incluent l'austérité, augmenter les impôts et réduire les dépenses publiques pour rembourser les dettes en priorité, même si cela aggrave la situation économique locale. Pour référence, la plupart des économistes conseilleraient donc plutôt l'inverse en cas de récession, comme en 2020 après le Covid. Mais cette approche prudente risquerait de faire défaut sur les obligations, ce qui ne plairait pas aux créanciers, qui financent pourtant ces conseillers. Alors, la Banque mondiale et le FMI sont-ils un empire du mal, des instruments de colonialisme déguisés en mondialisation ? Pas vraiment. Globalement, ils rendent un service qui est la plupart du temps gagnant-gagnant. Mais on n'en entend jamais parler car c'est ennuyeux. Personne ne s'y intéresse avant qu'un problème éclate. Et quand c'est le cas, ces grandes entités mystérieuses et puissantes deviennent la cible idéale, qu'elles le méritent ou non. Mais dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Cela aide la chaîne et c'est toujours intéressant à lire. Et si la haute finance internationale vous intrigue, pour des vidéos comme celle-ci et bien d'autres, abonnez-vous pour continuer à apprendre comment fonctionne l'argent.